Bonjour et bienvenue dans Les Voix de la Science, le podcast qui te présente chaque mois le portrait d'une ou d'un scientifique au travers d'interviews rafraîchissantes. Parce que la science est plurielle et l'éducation fondamentale, on plonge ensemble dans un océan de parcours, métiers et profils scientifiques parfois atypiques, en tout cas variés. Je suis Béatrice Urba et je vous présente mon invitée, Sania Kari. Bonjour Sania Kari. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Du coup, pour commencer au niveau du baccalauréat, j'ai eu un bac technologie en STL-BGB, donc c'est sciences techniques de laboratoire, option génie biologique. Ensuite, à l'issue de ça, je suis partie en première année de prépa à l'Université de Paris Sud qui propose un cursus qui s'appelle P0, où des étudiants qui ne sont pas issus de filières scientifiques, ils ont un an de remise à niveau. Ensuite, après ça, j'ai fait 2 années de médecine, puis j'ai réussi à avoir une passerelle pour aller en L2 sciences de la vie. Ensuite, après ça, je suis partie en master à Sorbonne Université, biologie cellulaire et moléculaire. Ensuite, en dernière année, en master 2, je me suis spécialisée en immunologie. Et là, actuellement, je suis doctorante en première année au centre de physiopathologie de Toulouse-Purpan. D'accord. Et j'ai une question, après le bac, tu savais vraiment ce que tu voulais faire? Oui, je savais exactement ce que je voulais faire. Donc, je voulais faire médecin-chercheuse. D'accord. Du coup, en première et en terminale, je suis allée dans plusieurs salons où ils disaient que bon, la première année de médecine, c'était difficile. Donc, c'est pour ça que je suis passée par la P0 à Paris-Saclay. D'accord. Et ça consiste en quoi une P0? La P0, comme je l'avais déjà dit, c'est une année de remise à niveau, c'est 1 an. On est entre la terminale et la mi-L1, on va dire. Du coup, on a des remises à niveau en physique, en biologie, en chimie, en maths, pour être à l'équivalent de ceux qui ont un bac S. Mais donc c'est pas vraiment une préparation pour médecine spécifiquement? Non, pas du tout. En fait, c'est une prépa qui était ouverte aux filières non scientifiques pour s'orienter vers des filières scientifiques. Et parmi eux, il y avait PACES, mais il n'y avait pas que. Du coup, c'était pas les prépas traditionnelles qu'on met année zéro, des prépas privées pour aller en médecine. Non, là, c'était vraiment entre une terminale et une L1, du coup. D'accord. Et du coup, actuellement, tu es en doctorat. Oui. Et est-ce que ça te plaît? Oui, ça me plaît vraiment. Enfin, moi, j'ai toujours aimé le côté de la recherche, enfin, parce que j'aime bien les petits mystères et là, j'aime bien aussi être à la paillasse, c'est-à-dire faire des expérimentations, ensuite se dire ah oui, pourquoi ça n'a pas marché, regarder dans la littérature, dire ah oui, peut-être que c'est pour ça. Donc oui, c'est fascinant. Et pour médecine, pourquoi est-ce que tu voulais être médecin? Du coup, moi, je voulais être médecin parce que je voulais venir en aide aux autres personnes. Quand j'étais plus jeune, j'étais souvent malade, j'allais à l'hôpital et du coup, ça me fascinait les médecins qui aidaient en soignant les personnes. Et en plus, un médecin, c'est aussi lié à tout ce qui est la biologie, la connaissance du corps humain. En fait, après, quand je suis arrivée en deuxième année, je me suis rendu compte, on a commencé à faire les cours de biologie un peu plus approfondis et surtout après en M1, que après je voulais plus du tout retourner en médecine parce qu'il est possible avec une passerelle, je crois que c'est en M2 où tu peux retourner en deuxième année de médecine. Donc au début, moi, quand je me suis dit, bon, peut-être j'allais faire ça, mais en fait, à partir de la M1, je me suis dit non, ça sera plus pour moi parce qu'en fait, quand on est en biologie, on est au niveau moléculaire, par exemple, on se dit bon, telle molécule va faire ça, ça, alors que les médecins, c'est bon, t'as la grippe, d'accord, donc tel médicament. Un peu comme un diagramme où ils disent bon, t'as tel symptôme, voilà. Alors que en tant que biologiste, tu vas chercher un peu plus loin. Ok, ouais, je comprends. En fait, c'est plus l'aspect recherche et approfondissement qui t'intéressait en biologie?
C'est ça, c'est plus savoir, par exemple, si quelqu'un, je sais pas, une maladie orpheline, c'est pas derrière trouver un traitement, bien sûr, c'est une finalité, mais c'est le comprendre. Bah oui, attends, pourquoi cette maladie est apparue? C'est parce que, voilà, je sais pas, telle molécule ne fonctionne pas, ou il a telle mutation dans son génome qui fait que ça ne fonctionne pas. Mais pas à dire, ah bon, ben voilà, il y a ça, on peut donner tel traitement, sans connaître derrière. Et quand j'étais en M2, par exemple, je parlais avec des médecins, enfin pas des médecins, mais des étudiants en médecine, où on avait des cours d'immunologie, mais il y avait deux facettes. Par exemple, eux, ils étaient vraiment à fond sur les traitements, alors que nous, on savait comment ça fonctionnait. Bon, voilà, il y a un lymphocyte T qui va rencontrer un décès, et voilà. Le fait que t'aies pas eu la première année de médecine, t'as fait 2 années de médecine, certaines personnes vont voir ça comme un échec. Est-ce que toi, tu l'as ressenti comme un échec et comment est-ce que tu l'as géré? Non, en fait, je l'ai pas vu ça comme un échec, mais comme un rebondissement. Parce que, en fait, on a besoin des échecs pour réussir, dans le sens où on apprend. Par exemple, on se dit, bon, ben, en fait, c'est ça qui n'a pas marché. Ou au final, voilà. Moi, en fait, si on revient à ce que je voulais faire, c'était être médecin-chercheuse. Ok. Du coup, ben, il n'y avait plus l'aspect médecin, mais il y avait toujours l'aspect chercheuse qui était toujours présente via la L2 sciences de la vie. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas vu ça vraiment comme un échec. Et sinon, à part ton éducation, que ce soit médecine ou la biologie et le doctorat, tu fais aussi de la vulgarisation scientifique. Alors, du coup, je suis entrée dans la vulgarisation scientifique via iGEM. J'étais dans l'équipe de iGEM Sorbonne Université 2018. Donc iGEM, c'est une compétition de biologie synthétique qui vient des États-Unis. La biologie synthétique, c'est le fait d'utiliser des molécules qu'on connaît ou de créer de nouvelles molécules par l'utilisation de micro-organismes, c'est-à-dire des bactéries ou des algues ou des levures. Ok. Un exemple concret, pour mieux comprendre, c'est par exemple la création de l'insuline. On a introduit le gène humain de l'insuline dans une bactérie et cette bactérie produit à grande échelle de l'insuline humaine. C'est comme ça que tu as découvert aussi l'association Je Science donc je suis. Oui, c'est ça, parce que il y a une partie dans IGM qu'on appelle ça Human Practices où on doit vulgariser au grand public notre projet. Donc il y a plusieurs manières de le faire. Par exemple, on avait fait également la fête de la science et on pensait aussi écrire, par exemple, des articles. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré l'association Je Science donc je suis. En fait, j'ai rencontré Sophia lors d'une réunion parce que pour recevoir de l'argent, des subventions, il faut avoir une structure légale. Du coup, on a créé une association qui s'appelait Abiosup pour pouvoir récolter les subventions. Et du coup, il y avait une formation sur la création d'une association. Du coup, je suis allée, j'ai rencontré Sophia qui a parlé de son association. Et je me suis dit, ah, c'est une bonne opportunité pour nous qui voulons vulgariser, faire une collaboration. Donc Sophia, c'est la présidente de l'association Je Science donc je suis. C'est ça. Et là, vous êtes rentrés en contact pour, à la base, que iGEM puisse écrire, que l'équipe iGEM puisse écrire des articles dans le journal Je Science donc je suis. Alors ensuite, après l'épisode iGEM, je suis restée dans l'association Je Science donc je suis. J'ai commencé par écrire plusieurs articles parce que dans l'association Je Science donc je suis, on écrit tous les mois, il y a un journal qui paraît avec plusieurs articles de vulgarisation sur plusieurs thèmes. Donc le choix des thèmes est libre, c'est prendre un angle d'attaque et le vulgariser, c'est-à-dire pour qu'une personne
lambda ou non scientifique puisse comprendre en fait cet article. Et ensuite, après, depuis l'année dernière, je suis également la vice-présidente de cette association. Et sinon, pour toi, est-ce que toutes ces expériences font partie de ton éducation ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu considérerais faisant partie de ton éducation? Moi, je considère que c'est un peu dommage, en fait, dans le système français, qu'on n'ait pas, par exemple, comme là, iGEM, ça vient des États-Unis, mais c'est un projet annexe où j'ai dû utiliser mes cours. Par exemple, on a fait des recherches d'articles, il y avait aussi des expériences. Et comme également, j'étais la présidente à cette époque de l'association Abiosup, du coup, j'ai appris à faire de la trésorerie, un peu d'administration, euh, voilà. Et du coup, tout ça, en fait, c'est des qui sont en annexe de notre éducation, bah, c'est des expériences qui vont nous servir plus tard pour notre futur métier. Ok. Et du coup, en quoi c'est dommage, te disais pour la France? Parce qu'en France, par exemple, on a les horaires, si on regarde, quand on prend l'exemple au lycée ou à l'université, on a quand même des horaires très très chargés. Par exemple, on fait du 8h, 18h toute la semaine et ça ne nous laisse pas place à faire des projets annexes. Par exemple, pour des gens qui veulent faire le projet IGM, c'est rajouter du temps derrière. Du coup, il faut avoir une grande motivation. Alors que si on prend par exemple à côté nos amis européens comme les Allemands, les Espagnols ou les Italiens qui finissent à peu près à 14 heures, ils ont toute leur après-midi pour faire des projets annexes comme par exemple soit de la musique, soit du sport, soit lire des livres, soit voilà. Alors que nous, on n'a pas vraiment le temps en France. À l'université, normalement, les horaires sont assez flexibles, non? Ils sont assez flexibles, mais ça dépend vraiment des filières. Moi, j'étais dans la filière biologie, on avait beaucoup de cours et également il y avait une partie des travaux pratiques qui prenaient quand même du temps. Mais en dehors, par exemple, si on regarde au sein de Sorbonne Université, bien sûr, il y avait du sport, mais à part ça, il n'y avait pas d'autres projets qui étaient encouragés en dehors, par exemple, pour avoir des crédits. Ok, ouais, je vois. Le monde de la science est souvent un monde qui est en anglais, que ce soit pour les articles scientifiques qui sont rédigés en anglais, les symposiums de recherche internationaux qui sont en anglais. Du coup, est-ce que t'es bilingue? Est-ce que tes parents sont bilingues? Comment est-ce que t'as réussi à avoir un bon niveau d'anglais, sachant qu'en France, on est connu pour pas être super bon en langue? J'estime pas que j'ai un super niveau d'anglais, mais déjà, nous, en France, moi, depuis la sixième, je fais de l'anglais, donc j'avais pris anglais en LV1. Ok. Ensuite, au lycée, j'avais choisi le parcours international où j'avais 2 heures par semaine de cours mes matières scientifiques en anglais. Ok. Et ensuite, après, à l'université, ben, à force de lire en fait les articles, on se rend compte que c'est les mêmes termes qui reviennent et c'est quand même calqué au français. C'est que ces termes scientifiques, ils sont un peu universels. On arrive bien à les comprendre et à se faire un vocabulaire. Et c'est à force de lire et de lire, ben, qu'on arrive à comprendre les articles. Ok. Et c'est pas, par exemple, si une personne ne comprend pas bien l'anglais, ça va, et qu'elle veut aller en recherche, ça va pas lui être néfaste parce que à force de lire, de rentrer dedans, bah, elle va apprendre. Et aussi là, par exemple, on a au sein de l'école doctorale, il y a des cours d'anglais qui sont proposés également. D'ailleurs, par rapport au doctorat, pourquoi est-ce que tu as décidé de faire un doctorat dans ce sujet-là précisément? C'est sur l'étude de l'effet de la vitamine D dans le cadre de la sclérose en plaques. Comment dire ça? En fait, moi, après mon M2, j'ai fait mon master 2 et j'ai fait mon stage à l'Institut Cochin.
Donc mon sujet, c'était sur le rôle de l'IL4I1, donc c'est une enzyme, dans le mélanome. Du coup, j'ai passé le concours de l'école doctorale à Paris. Du coup, je ne l'ai pas eu. Et également, on avait demandé un financement auprès de la Ligue contre le cancer, que je n'ai pas eu aussi. Et après, j'ai fait tout un parcours où j'ai postulé aux thèses qui sont déjà financées. Et là où je suis, c'était une offre qui était proposée et qui est financée par l'ANR, Et ça, c'est super. l'Agence nationale de recherche. Ok. C'est super intéressant, je savais pas du tout qu'il y avait des thèses déjà financées. Oui, il y a des thèses qui sont déjà financées par des organismes. Du coup, l'école doctorale n'est pas la seule voie pour aller vers une thèse. Ok. Par exemple, il y a la Ligue contre le cancer qui propose des thèses. Il y a plein d'organismes qui proposent et du coup, comme ils sont déjà financés, il faut juste trouver le candidat. D'accord. Ok. C'était la première partie de cet épisode avec Sonia Kari. On vous donne rendez-vous mardi prochain, le 22 décembre, pour la suite de l'interview.